La pluie tombait drue cet après-midi sur la 5e avenue, transformant l'avenue en une rivière d'ombre et de taxis klaxonnants. Marcus Ashford se tenait à l'abri sous l'auvent de son café préféré, observant le chaos ambiant tandis que son chauffeur tournait pour la 3e fois autour du pâté de maison. Il s'était réfugié à l'intérieur pour échapper à un journaliste particulièrement tenace qui le harcelait au sujet de son dernier achat immobilier, un immeuble historique de Brooklyn que les défenseurs du patrimoine voulaient sauver et que les promoteurs rêvaient de raser. À 38 ans, Marcus avait bâti un empire de plus de 3 milliards de dollars. Pourtant, ces derniers temps, chaque victoire avait un goût de cendre. 6 mois, voilà exactement combien de temps s'était écoulé depuis la signature des papiers du divorce. 6 mois depuis que Victoria avait quitté leur penthouse avec pour seul bagage ses affaires personnelles et sa fierté. Elle avait refusé son offre de compensation financière, refusé l'appartement de Tribeca, refusé tout sauf sa liberté. Ce souvenir le brûlait encore, non pas de colère, mais d'un sentiment bien plus complexe. Marcus consulta sa montre, une Patek Philippe vintage ayant appartenu à son grand-père, et décida de tenter sa chance. La pluie s'atténuait légèrement et il avait un rendez-vous à 16h qu'il ne pouvait pas manquer. Il sortit sur le trottoir et manqua de percuter une femme qui se débattait pour ouvrir son parapluie, tout en tenant 2 sacs de course. « Je suis désolé », commença-t-il en tendant la main pour stabiliser ses sacs. Puis il se figea. La femme leva les yeux, ses yeux couleur miel s'écarquillèrent de reconnaissance et d'autres choses qui ressemblaient à de la peur. Victoria, son ex-femme. Mais pas la Victoria dont il se souvenait. Elle avait les mêmes traits délicats, le même geste nerveux de glisser ses cheveux bruns derrière son oreille. Pourtant, quelque chose était radicalement différent. Elle était enceinte, très enceinte. Marcus sentit le monde basculer légèrement. Son regard glissa vers le ventre arrondi, parfaitement visible sous son manteau mouillé de pluie, puis remonta vers son visage. Les joues de Victoria s'empourprèrent et elle recula d'un pas, manquant lâcher un de ses sacs. « Marcus » murmura-t-elle, la voix à peine audible dans le bruit de la circulation. « Tu es enceinte ?» Les mots lui avaient échappé, plats et accusateurs malgré lui. La main de Victoria se posa protectrice sur son ventre. « Oui. Tu en es à combien ? Ça ne te regarde plus. » Sa voix avait retrouvé cette fermeté d'acier qu'il avait à la fois aimée et détestée pendant leur mariage. Dans la tête de Marcus, les calculs se mirent à tourner à toute vitesse. Divorce prononcé depuis 6 mois, séparation effective 2 mois avant cela, 8 mois au total. Si elle était aussi avancée qu'elle en avait l'air, 5, peut-être 6 mois, le timing était impossible. Sauf que ça ne l'était pas. C'était parfaitement, cruellement possible. Pourtant, ça n'avait aucun sens. Victoria était stérile. Ils avaient essayé pendant 3 ans. 3 ans de spécialistes, d'examens, de traitements qui les avaient vidés émotionnellement tous les deux. Le diagnostic avait été sans appel. Endométriose sévère, trompes abîmées, moins de 2% de chances de concevoir naturellement. Les médecins avaient recommandé la FIV. Après 2 tentatives ratées qui leur avaient coûté une fortune et avaient failli détruire ce qui restait de leur couple, ils avaient abandonné. L'infertilité avait été le commencement de la fin. Pas parce que Marcus lui en voulait, il ne lui avait jamais reproché quoi que ce soit, mais parce que le poids de cette perte avait écrasé quelque chose d'essentiel entre eux. Ils étaient passés d'amants insatiables qui riaient de blagues que seuls eux comprenaient, à 2 étrangers partageant le même lit, polis, prudents, profondément malheureux. « C'est insensé », dit-il d'une voix rauque. « Les médecins disaient que tu ne pouvais pas. » Je sais très bien ce qu'ont dit les médecins. Victoria changea ses sacs de main, la mâchoire crispée dans cette expression têtue qu'il connaissait trop bien. J'étais là à chaque rendez-vous, chaque examen, chaque échec. Je sais exactement ce qu'ils ont dit. Alors comment ? Il désigna son ventre d'un geste impuissant. Les miracles existent, Marcus. Ou peut-être que les médecins se sont trompés. Est-ce que ça change quelque chose ? Elle regarda par-dessus son épaule, scrutant la rue. Il faut vraiment que j'y aille. Attends. Il tendit la main vers son bras, puis se ravisa. Victoria, s'il te plaît, si ce bébé, s'il y a la moindre chance... Il n'y a aucune chance, coupa-t-elle sèchement. Ce bébé n'a rien à voir avec toi. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Quelque chose de glacé s'installa dans sa poitrine. Tu vois quelqu'un ? Ce n'était pas une question. L'expression de Victoria se ferma et cela suffit comme réponse. Évidemment qu'elle voyait quelqu'un. Elle était belle, intelligente, douce. Pourquoi ne serait-elle pas passée à autre chose ? 6 mois, c'était largement suffisant pour rencontrer quelqu'un, tomber amoureuse, fonder une famille. La famille qu'elle avait toujours voulu. La famille qu'elle n'avait pas pu avoir avec lui.
Ils ne s'étaient pas séparés parce qu'ils avaient cessé de s'aimer. Ils s'étaient séparés parce que le désir d'un enfant qu'ils ne pouvaient pas avoir avait empoisonné tout le reste. Marcus avait proposé le divorce après le deuxième échec de Fives au cours d'une de ces conversations raisonnables et douloureuses dont ils étaient devenus experts. Ils pouvaient adopter, avait-il dit, ou faire appel à une mère porteuse. Mais Victoria l'avait regardé, les larmes ruisselant sur ses joues, et avait répondu qu'elle ne pouvait plus continuer à échouer, plus continuer à le décevoir, plus vivre dans l'ombre des enfants qu'il n'aurait jamais. Il l'avait laissé partir parce qu'il l'aimait, parce que la regarder se détruire pour quelque chose qu'aucun d'eux ne maîtrisait était plus douloureux que de la perdre. Du moins, c'est ce qu'ils se répétaient à 3 heures du matin quand ils ne dormaient pas dans leur lit immense. « Je suis heureux pour toi, parvint-il d'articuler. Le mensonge avait un goût amer. Vraiment, j'espère que tout se passera bien. » L'expression de Victoria s'adoucit légèrement. « Merci, c'est gentil de ta part. » Elle le dévisagea longuement, et Marcus se demanda ce qu'elle voyait. L'homme qu'elle avait aimé autrefois, ou simplement un souvenir douloureux de tout ce qu'ils avaient perdu. « Je dois y aller, dit-elle enfin. Prends soin de toi, Marcus. » Elle s'éloigna sans se retourner, sa silhouette enceinte se fondant dans la foule des acheteurs et des employés rentrant chez eux. Marcus resta planté sur le trottoir, la pluie reprenant de plus belle, trempant son coûteux costume. Son téléphone vibra, son assistante lui rappelant le rendez-vous de 16 heures. Il répondit par texto qu'un imprévu était survenu, qu'il fallait reporter, puis héla un taxi. Il donna son adresse au chauffeur et s'enfonça dans la banquette, regardant sans la voir Manhattan défiler derrière la vitre. Victoria était enceinte. Après des années où on leur avait répété que c'était impossible, après que leur mariage s'était effondré sous le poids de cette impossibilité, elle allait avoir un bébé. Avec quelqu'un d'autre. Le timing le rongeait. 6 mois de grossesse peut-être, ce qui signifiait qu'elle était tombée enceinte autour de la date du divorce, voire avant. Avait-elle fréquenté cet autre homme alors qu'ils étaient encore mariés? Avait-elle menti sur sa stérilité? Non, c'était paranoïaque et cruel. Victoria n'était pas une menteuse. Elle avait été dévastée par leur incapacité à concevoir, s'était reproché 1000 fois quelque chose qui n'était pas sa faute. Mais alors, comment? Dans le taxi, Marcus sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le docteur Patricia Morrison, la spécialiste qui les avait suivis. Il commença à composer le numéro, puis s'arrêta. Que dirait-il? « Ma ex-femme est mystérieusement enceinte, expliquez-moi » Ce n'était plus ses affaires. Victoria avait été claire, ce bébé n'avait rien à voir avec lui. Sauf qu'il ne pouvait se débarrasser de l'impression que ce bébé avait tout à voir avec lui. Le taxi s'arrêta devant son immeuble. Marcus paya sans vraiment voir le montant, monta au penthouse en silence. L'appartement était immense et vide. Les touches de Victoria avaient disparu depuis longtemps, les coussins colorés, les plantes qu'elle chérissait, les photos de leur voyage. Il avait tout refait dans un style moderne épuré. Du gris, du chrome, du goût impeccable. On se serait cru dans un hôtel. Il se versa un scotch et alla se poster devant les baies vitrées. Quelque part dans cette ville, Victoria devait être en train de rentrer, de ranger ses courses, peut-être de raconter à son nouveau compagnon la rencontre gênante avec son ex-mari. Peut-être en riait-elle, ou peut-être pas. Il repensait à l'expression de son visage quand elle l'avait vu. Pas seulement de la surprise, de la peur, et la façon dont elle avait protégé son ventre, comme si lui, Marcus, représentait une menace. Une menace pourquoi? À moins qu'il n'y ait quelque chose qu'elle ne lui disait pas. Quelque chose concernant cette grossesse qu'elle ne voulait surtout pas qu'il sache. Marcus vida son verre et prit une décision. Il voulait des réponses, et il savait exactement par où commencer. Il ne dormit pas cette nuit-là. Allongé dans son lit, il fixait le plafond, observant les jeux de phare qui dessinaient des ombres mouvantes sur la surface blanche. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Victoria. La peur, la défensive, la main protectrice sur son ventre, comme s'il était dangereux. À 6 heures du matin, il renonça au sommeil et se rendit dans son bureau. Dans un placard fermé à clé, il conservait encore des dossiers qu'il n'avait jamais eu le courage de jeter. Leurs dossiers médicaux de l'époque des traitements. Il les étala sur son bureau, relut des rapports qu'il avait tenté d'oublier. Les notes du docteur Morrison étaient précises, cliniques. Endométriose sévère, lésion bilatérale des trompes, plusieurs cycles d'induction d'ovulation échoués, 2 FIV ratés.
Le pronostic était clair, conception naturelle hautement improbable, chance faible même avec assistance médicale. L'état de Victoria était chronique et évolutif. Le médecin avait recommandé le don d'ovocytes ou la gestation pour autrui. Marcus se rappelait parfaitement cette consultation, un matin de février gris, presque 2 ans plus tôt. Victoria était restée immobile, les mains jointes sur ses genoux, pendant que le médecin parlait. Dans la voiture ensuite, elle s'était enfin effondrée, pleurant si fort qu'elle s'était rendue malade. Il l'avait serrée dans ses bras, impuissant et furieux. Ils avaient quand même tenté la FIV 2 fois. Les 2 fois, Victoria avait subi des semaines d'injections hormonales qui l'avaient rendue gonflée et émotionnellement à vif. Les 2 fois, ils avaient attendu le test de grossesse avec un espoir désespéré. Les 2 fois, c'était négatif. Le 2e échec remontait à 14 mois. Une semaine plus tard, Victoria avait emménagé dans la chambre d'amis. 2 mois après, Marcus avait proposé le divorce. Il prit son téléphone et appela le cabinet du docteur Morrison, laissant un message au service de garde. Puis il prit une douche, s'habilla, fit mécaniquement sa routine matinale, bien que plus rien ne semble réel. À 9h30, le docteur Morrison le rappela. « Marcus, votre message m'a surprise », dit-elle de sa voix chaude mais professionnelle. « Comment allez-vous ? J'ai besoin de vous poser une question sur l'état de Victoria. Est-ce qu'il est possible que le diagnostic ait été complètement erroné, qu'elle puisse tomber enceinte naturellement ? Il s'est passé quelque chose. Je l'ai croisée hier. Elle est enceinte, très enceinte, je dirais 5 ou 6 mois. Long silence. C'est inattendu, mais pas impossible. Les diagnostics médicaux ne sont jamais absolus, Marcus. Il y a toujours une marge d'erreur, même infime, et le corps humain peut être imprévisible. J'ai vu des cas où... Quelle est la probabilité réelle, coupa-t-il, dans le cas précis de Victoria ? Moins d'1% pour une conception naturelle, mais ce n'est pas 0. Des grossesses spontanées chez des femmes atteintes d'endométriose sévère, ça arrive, même si c'est rarissime. Parfois, la pathologie s'améliore d'elle-même. Parfois, une réduction du stress joue un rôle. Parfois, nous ne comprenons tout simplement pas pourquoi ça arrive. Est-ce que le stress de notre mariage aurait pu bloquer la conception ? Est-ce que le divorce, paradoxalement, l'aurait rendu possible ? Le docteur Morrison conclut doucement. C'est une hypothèse. Le stress chronique a effectivement un impact sur la fertilité. Mais je ne veux ni vous donner de faux espoirs, ni vous charger de culpabilité inutile, Marcus. Si Victoria est enceinte, cela peut être une conception naturelle, ou bien elle a repris une FIV dans une autre clinique, ou utilisé des ovocytes donnés, ou tout autre scénario. Lui avez-vous posé la question ? Elle dit que le bébé n'est pas de moi. Alors peut-être devriez-vous respecter ça. Marcus raccrocha sans se sentir mieux pour autant. Il tenta de se concentrer sur le travail. Il avait une conférence à 11h sur le projet de Brooklyn, mais son esprit vagabondait sans cesse. Finalement, à midi, il fit quelque chose dont il n'était pas fier. Il appela son responsable de la sécurité, Robert Chen, un ancien détective. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi », dit Marcus à voix basse. « Bien sûr, monsieur Ashford. De quoi s'agit-il » Des informations sur mon ex-femme, Victoria Ashford. Elle a repris son nom de jeune fille, Victoria Hart. Où elle vit, où elle travaille, qui elle fréquente. Il marqua une pause, se détestant. « Je dois savoir qui est le père de son bébé. » « Compris, je vous ai quelque chose avant la fin de journée. » Marcus raccrocha et eut aussitôt la nausée. C'était mal. Il violait l'intimité de Victoria, franchissait des limites qu'il n'avait pas le droit de franchir. Mais il avait besoin de savoir. Le timing était trop troublant, la grossesse trop impossible. Quelque chose ne collait pas. Le reste de la journée passa dans le brouillard des réunions et des appels qu'il suivit à peine. À 18h, Robert Chen apparut à la porte de son bureau, tablette en main et mine préoccupée. « C'était rapide », fit remarquer Marcus. « Les informations de base étaient faciles à obtenir », répondit prudemment Chen. « Mais il y a des complications. Montrez-moi. » Chen posa la tablette sur le bureau. Victoria vit dans un petit appartement à Brooklyn. Elle travaille en freelance comme rédactrice de demandes de subventions, surtout pour des associations. Ses comptes bancaires montrent qu'elle vit très simplement. Aucune dépense extravagante, aucun voyage, aucun signe de soutien financier d'un compagnon. « Et le père » demanda Marcus. « C'est là que ça se complique. » Chan hésita. Il n'y a aucune trace d'une relation. Aucun compagnon visible sur les réseaux sociaux. Personne qui entre ou sorte régulièrement de son immeuble, hormis une voisine âgée qui lui apporte parfois les courses, une certaine Madame Patterson. Aucun restaurant payé à deux, aucune dépense partagée.
Aucune preuve qu'un homme soit impliqué dans sa vie. Marcus sentit son pouls s'accélérer. Ça n'a pas de sens. Elle est enceinte de 6 mois. Il y a forcément un père. J'ai contacté quelques-unes de ses amies, très discrètement, en me faisant passer pour un journaliste qui préparait un article sur son travail associatif. Elles disent toutes la même chose. Depuis le divorce, Victoria se tient à l'écart. Une amie a remarqué qu'elle semblait différente il y a quelques mois, rayonnante, plus heureuse, mais Victoria refusait d'expliquer pourquoi. Une autre a rapporté qu'elle avait parlé d'un miracle, sans donner plus de détails. « Un miracle ?» répéta lentement Marcus. « Il y a autre chose, » Chen toussota. « J'ai récupéré son dossier médical, ne me demandez pas comment. Elle consulte une obstétricienne au Mount Sinai. D'après les notes accessibles, il s'agit d'une grossesse naturelle en bonne santé. Aucune trace de FIV, aucune complication pour l'instant. Le bébé est prévu dans environ 12 semaines. » Marcus fit le calcul. 12 semaines, ça ferait 9 mois. Elle est donc actuellement à 6 mois environ, ce qui signifie qu'elle est tombée enceinte il y a 7 mois environ. « Il y a 7 mois, nous étions encore mariés, dit-il doucement. Séparés, mais encore mariés. » Chen garda le silence, mais son regard en disait long. Autre chose dans le dossier? Un test de paternité? Aucun test demandé. Chen tapa sur l'écran et fit apparaître un document scanné. Voici le formulaire rempli lors de sa première consultation prénatale, il y a 5 mois. À la question sur les antécédents médicaux du père, elle a tout laissé en blanc sauf une rubrique. À la question « mode de conception », elle a écrit « grossesse naturelle spontanée après des années d'infertilité ». Marcus fixa les mots jusqu'à ce qu'il se brouille. Grossesse naturelle spontanée, des années d'infertilité. Elle parlait de leur infertilité à eux, des années où ils avaient tout tenté. « Monsieur Ashford, » demanda Chen avec précaution, « y a-t-il la moindre possibilité que cet enfant soit de vous ?» Marcus revoyait février, 7 mois plus tôt. Ils vivaient encore dans le même appartement, même s'ils se parlaient à peine. Les papiers du divorce étaient rédigés, mais pas encore déposés. Ils essayaient de démêler leur vie, et c'était atroce. Et puis, une nuit, Victoria était rentrée tard d'un anniversaire chez une amie. Elle avait bu, pas assez pour être ivre, juste assez pour être détendue, triste et belle d'une façon qui lui avait brisé le cœur. Ils avaient parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis des mois. De ce qui avait mal tourné, de ce qu'ils avaient perdu, de tout l'amour qu'ils avaient eu avant que tout s'effondre. Une chose en avait entraîné une autre. Ils avaient fini au lit, désespérés, tendres, tristes à la fois. Le matin, Victoria était partie. Elle avait laissé un mot. C'était une erreur, ça ne doit plus arriver. Il faut avancer avec le divorce. Une semaine plus tard, elle avait définitivement quitté l'appartement. Marcus avait tout fait pour ne plus y penser. Ça avait été un adieu, un dernier instant de lien avant de devenir des étrangers. Mais maintenant... Jésus, souffla-t-il, ça pourrait être le mien. Que voulez-vous que je fasse? Demanda Chen. Rien, c'est fini. Marcus se leva d'un bond et attrapa son manteau. Supprimez tout ce que vous avez trouvé. Oubliez que je vous ai demandé ça. Monsieur, je suis sérieux, Robert. Ça reste entre nous et ça s'arrête là. Chen hocha lentement la tête et partit. Marcus resta seul dans son bureau, le cœur battant à tout rompre. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance que ce bébé soit le sien, il devait parler à Victoria. Mais elle avait été si catégorique, ça n'avait rien à voir avec lui. Pourquoi mentir? À moins qu'elle ne sache pas elle-même, ou qu'elle ait été avec quelqu'un d'autre aussi, et pense que le bébé est de cet autre. Ou qu'elle sache très bien que c'est le sien, et veuille le protéger de lui, de sa vie, d'être l'enfant d'un milliardaire constamment sous les projecteurs. Ou tout simplement qu'elle ne veuille plus de lui dans sa vie. Marcus prit ses clés et fonça vers l'ascenseur. Il avait maintenant l'adresse de Victoria. Il irait chez elle. Il parlerait. Elle lui dirait la vérité. Quelle qu'elle soit, il l'encaisserait. Il devait savoir. Le trajet jusqu'à Brooklyn dura 40 minutes dans les embouteillages du soir. Marcus se gara en double file dans la rue de Victoria et resta quelques minutes dans sa voiture, cherchant quoi dire. Finalement, il descendit et se dirigea vers son immeuble, un bel immeuble d'avant-guerre un peu défraîchi. Il trouva son nom sur l'interphone et sonna. Pas de réponse. Il insista. Toujours rien. Elle n'est pas là. La voix venait de derrière lui. Marcus se retourna, une vieille dame avec un caddie le dévisageait d'un œil vif et méfiant. « Et si vous êtes venu l'embêter, vous pouvez repartir tout de suite. »« Je ne viens pas l'embêter, » répondit Marcus. « Je suis un ami. Savez-vous quand elle rentrerait ?»« Un ami, hein ?» La femme, Mame Patterson, devina-t-il, le détailla de haut en bas, remarquant le costume hors de prix et la montre.
Drôle, elle ne m'a jamais parlé de vous. Et en ce moment, elle est très prudente sur les gens qu'elle laisse approcher. Je m'appelle Marcus Ashford, je suis un ex-mari. Un éclair de reconnaissance traversa le regard de la vieille dame, suivi d'une colère évidente. Ah, c'est vous qui lui avez brisé le cœur. Les mots piquèrent plus qu'ils n'auraient dû. Est-ce qu'elle va bien, s'il vous plaît? Je veux juste savoir si elle va bien. Elle est à l'hôpital, Mount Sinai, lâcha enfin Mme Patterson après l'avoir longuement observée. Elle a eu des contractions prématurées cet après-midi. Des contractions? Mais elle n'est qu'à 6 mois. 28 semaines, confirma sèchement la vieille dame. Le bébé arrive beaucoup trop tôt. Ils ont appelé une ambulance vers 15 heures. J'ai voulu l'accompagner, mais elle a insisté pour y aller seule. Sa voix trembla légèrement. Cette petite est toujours seule, toujours à dire qu'elle va bien, alors que c'est évident que non. Marcus courait déjà vers sa voiture. « Quelle entrée! Urgence, puis maternité, 5e étage !» lui cria Mme Patterson. « Et dites-lui que Doris arrive dès que ma fille pourra m'y emmener. » Le retour à Manhattan fut un cauchemar de klaxons et de feux rouges que Marcus traversa sans vraiment les voir. Une seule pensée l'obsédait. 28 semaines, c'était dangereusement précoce. Les bébés pouvaient survivre, mais avec de graves risques. Problèmes respiratoires, retard de développement, semaines, voire mois en néonate. Victoria devait être terrifiée. Il abandonna sa voiture au voiturier de l'entrée principale du Mount Sinai et sprinta jusqu'aux ascenseurs. Le 5e étage était plus calme qu'il ne l'avait imaginé. Éclairage doux, couleurs apaisantes, l'odeur antiseptique commune à tous les hôpitaux. Il s'approcha du poste infirmier, essoufflé. « Je cherche Victoria Hart. Elle a été admise cet après-midi pour un travail prématuré. » L'infirmière, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, consulta son ordinateur. « Vous êtes de la famille ? Je suis son mari. » Le mensonge sortit tout seul. Il ne le corrigea pas. « Est-ce qu'elle va bien, le bébé ? » « Elle est stable. Les médecins ont réussi à arrêter les contractions avec des médicaments. Mme Hart est au repos strict et sous surveillance étroite. » L'infirmière l'observa plus attentivement. « Vous n'étiez pas dans ces contacts d'urgence. En fait, elle n'en avait indiqué aucun. » « Nous sommes séparés, avoua Marcus. C'est compliqué. Mais s'il vous plaît, je dois la voir, même quelques minutes. » L'expression de l'infirmière s'adoucit. « Chambre 517. Mais si elle vous demande de partir, vous partez. Le stress est la dernière chose dont elle a besoin. » Marcus trouva la chambre, les mains tremblantes. La porte était entr'ouverte. Victoria était allongée, soutenue par des oreillers, une main posée sur son ventre. Elle paraissait petite, épuisée, des cernes profonds sous les yeux. Une perfusion dans le bras, plusieurs moniteurs bipaient doucement. Il frappa doucement au chambranle. Victoria ouvrit les yeux. Quand elle le vit, son visage passa successivement par la surprise, la peur, la colère, puis la résignation. « Comment tu as su que j'étais là ?»« Ta voisine, Mme Patterson. » Marcus fit un pas hésitant dans la pièce. « Elle m'a dit que tu avais des contractions. »« Victoria, je suis tellement désolé. Ça va, le bébé ?»« On va bien tous les deux. Les contractions sont stoppées. Médicaments et repos absolu. » Elle détourna le regard. « Tu n'aurais pas dû venir, Marcus. »« Je sais, mais je ne pouvais pas rester sans nouvelles en apprenant que tu étais à l'hôpital. » Il approcha une chaise et s'assit près du lit. « Victoria, il faut qu'on parle du bébé. Du timing. Il n'y a rien à dire. » « 7 mois, murmura Marcus. Février. Cette nuit-là, juste avant que tu ne partes définitivement. Tu te souviens ? Le visage de Victoria devint livide. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Ça ne voulait rien dire. Vraiment ? Parce que j'ai fait les calculs. Le timing correspond parfaitement. Ce bébé pourrait être de moi. Pourrait n'est pas est, répondit-elle. Je t'ai dit. Tu m'as dit que ça n'avait rien à voir avec moi. Mais tu n'as jamais dit que ce n'était pas le mien. Marcus se pencha en avant. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Est-ce que c'est mon enfant ?» Pendant un long moment, Victoria resta silencieuse. Puis, à la stupeur de Marcus, des larmes se mirent à couler sur ses joues. « Je ne sais pas, » chuchota-t-elle. « Je ne sais honnêtement pas. » Les mots flottèrent entre eux comme un coup de poignard. « Comment ça, tu ne sais pas ?» Victoria essuya rageusement ses larmes. Après que tu as parlé de divorce, après que j'ai emménagé dans la chambre d'amis, j'étais tellement en colère. Contre toi, contre moi, contre Dieu ou l'univers, contre celui ou celui qui avait décidé que je n'aurais jamais d'enfant. Je sortais plus. J'essayais de me convaincre que je pouvais avoir une vie sans toi, sans la famille dont on rêvait.
Elle inspira difficilement. « J'ai rencontré quelqu'un, un médecin, lors d'une soirée caritative que j'organisais. David. On est sortis quelquefois. Il était gentil, drôle, il ne savait rien de mes antécédents médicaux, ni de mon mariage raté. C'était simple. » Marcus sentit la jalousie lui tordre les entrailles, vive et laide. « J'ai couché avec lui, une fois, peut-être 2 semaines après cette nuit avec toi. On est rentré chez lui après un dîner et j'ai cru que c'était ça, passer à autre chose. Mais après, je n'ai rien ressenti, aucune connexion, aucune étincelle, juste du vide. » Elle le regarda les yeux rougis. Je lui ai dit que je n'étais pas prête pour une relation et on a chacun suivi notre chemin. Quelques semaines plus tard, j'ai eu du retard. « Et tu as supposé que le bébé était de lui ?» « J'ai supposé que c'était impossible, corrigea Victoria. J'ai fait 3 tests avant d'y croire, puis je suis allée chez le médecin et elle a confirmé. Un miracle, a-t-elle dit. Un de ces cas inexplicables où le corps se guérit tout seul, ou où le diagnostic était incomplet, ou où les étoiles s'alignent enfin comme il faut. Elle eut un rire amer. J'ai essayé de joindre David pour le prévenir. Son numéro était hors service. L'hôpital où il prétendait travailler n'avait jamais entendu parler d'un médecin à ce nom-là. J'ai creusé un peu. Il avait menti sur presque tout. Je ne sais même pas si David était son vrai prénom. Marcus la fixait abasourdi. Marié, probablement, ou il ne voulait simplement pas de complications. Peu importe, il a disparu. La main de Victoria glissa protectivement sur son ventre. Alors j'ai décidé que ça n'avait aucune importance. Ce bébé était à moi. Un miracle qui n'avait rien à voir avec mon mariage raté, ni avec un homme incapable de me donner son vrai nom. Je pouvais y arriver seul, je le ferais seul. Marcus parla doucement. Mais tu n'étais pas sûr que le père soit moi ou lui. Le timing était si proche, et vu mes antécédents, les probabilités de tomber enceinte naturellement, même une seule fois, semblaient nulles. 2 fois dans le même mois, ça ne tenait pas debout. Elle soutint enfin son regard. Je me suis convaincu que c'était forcément le bébé de David, parce que si c'était le tien, si c'était le nôtre, tout devenait trop compliqué. Ça aurait voulu dire qu'on avait créé l'enfant dont on rêvait depuis si longtemps, mais seulement après avoir détruit notre mariage en essayant de l'avoir. Ça aurait voulu dire que je devais revenir vers toi, ou qu'on devait coparenter, ou que je passerais le reste de ma vie lié à quelqu'un qui m'avait vu au plus bas, quelqu'un qui m'avait regardé échouer encore et encore. Sa voix se brisa. Je n'ai pas pu, Marcus, je n'ai pas pu affronter l'idée que ce bébé soit de nous, alors que nous, c'était déjà fini. Les larmes montèrent aux yeux de Marcus. Tu n'as pas échoué, Victoria, nous avons échoué, tous les deux. On a laissé l'infertilité nous définir au lieu de la traverser ensemble. Tu as proposé le divorce parce que tu te brisais en 1000 morceaux. Chaque jour, je te voyais te reprocher quelque chose qui n'était pas ta faute, et je ne savais pas comment arrêter ça. Je pensais qu'en te laissant partir, je te rendrais la paix. Il prit sa main, hésita, puis la serra quand même. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un seul jour. Les larmes de Victoria coulèrent plus fort. Ne dis pas ça, c'est vrai, le divorce a été la plus grosse erreur de ma vie. Et s'il y a ne serait-ce qu'une chance que ce bébé soit le nôtre, il s'arrêta, la gorge nouée. Il faut qu'on sache, Victoria, il faut qu'on sache. J'ai peur, souffla-t-elle. Et si ce n'est pas le tien? Et si c'est celui de David, quel qu'ait été son vrai nom? Et si ce bébé vient d'un mensonge? Alors on trouvera une solution. Mais si c'est le mien, si c'est le miracle pour lequel on a prié pendant des années et qu'on a failli rater parce qu'on était trop blessé, trop fier pour le voir, il serra doucement sa main. S'il te plaît, laisse-moi être là, laisse-moi t'aider, au moins jusqu'à ce qu'on soit fixé. Avant que Victoria puisse répondre, la porte s'ouvrit et une femme médecin entra. Une quinquagénaire aux cheveux poivre et sel, au calme autoritaire. « Madame Hart, je suis le docteur Jennifer Walsh, la périnatologue qui suit votre dossier. » Son regard passa à Marcus. « Et vous êtes ?»« Marcus Ashford. Je suis... » Il regarda Victoria, incertain. « Il est le père, » dit doucement Victoria. « Peut-être, on n'est pas sûr. » Les sourcils du docteur Walsh se haussèrent légèrement, mais elle resta parfaitement professionnelle. « Je vois. Eh bien, monsieur Ashford, puisque vous êtes là, Victoria et le bébé sont stables pour l'instant, mais la situation reste à haut risque.
28 semaines, c'est très précoce. Nous avons administré des corticostéroïdes pour accélérer la maturation pulmonaire en cas d'accouchement et nous surveillons de très près tout signe de reprise du travail. Qu'est-ce qui a déclenché le travail prématuré ? Demanda Marcus. Plusieurs facteurs possibles. Stress, effort physique, ou parfois ça arrive sans raison claire. Victoria a mentionné qu'elle travaillait beaucoup et dormait mal. Le médecin se tourna vers elle. À partir de maintenant, repos complet. Plus de travail, activité minimale. Il vous faudra de l'aide. Cuisine, ménage, courses. Vous avez de la famille près d'ici. Mes parents sont en Californie, ma sœur à Seattle. Je me débrouillais seule. Victoria secoua la tête. Ça s'arrête là, trancha le docteur Walsh. Les prochaines semaines, jusqu'à au moins 34 semaines, vous ne pouvez pas rester seule. Le stress de tout gérer vous-même pourrait tout relancer. Elle peut rester chez moi, dit aussitôt Marcus. J'ai largement la place et je peux organiser tout ce qu'il faut. Infirmière, cuisinier, ce qu'il faudra. Marcus, non. Victoria, s'il te plaît. Il la regarda intensément. Laisse-moi faire ça pour toi, pour le bébé. Laisse-moi t'aider. Victoria l'hésita, regarda tour à tour Marcus et la médecin. Enfin, elle ferma les yeux et hocha une seule fois la tête, comme une capitulation. D'accord, mais seulement jusqu'à l'accouchement, et on fera un test de paternité. Absolument, répondit Marcus, tout ce que tu veux, du moment que toi et le bébé êtes en sécurité. Le docteur Walsh nota sur sa tablette. Parfait, je vous garde encore 48 heures en observation. Si tout reste stable, sortie pour repos strict à domicile. Monsieur Ashford, profitez-en pour préparer l'appartement. Idéalement, une chambre au rez-de-chaussée, pas d'escalier, je vous ferai passer la liste des signes d'alerte. Après le départ de la médecin, un silence s'installa. Puis Victoria parla, la voix épuisée. C'est complètement dingue. Il y a 2 jours, j'étais seule et ça me convenait. Aujourd'hui, tu m'installes dans ton penthouse et on attend de savoir si tu es le père de mon bébé. Pas dingue, répondit doucement Marcus. Juste inattendu, comme toute cette grossesse. Il se leva sans lâcher sa main. Je m'occupe de tout. Toi, repose-toi. Concentre-toi sur ta santé et sur garder ce bébé au chaud le plus longtemps possible. Et si le test dit que tu n'es pas le père, demanda Victoria, la peur dans la voix. Que se passera-t-il ? Marcus la regarda longuement, cette femme qu'il avait aimée, perdue et jamais cessé de penser. Puis le creux de son ventre, où un bébé, peut-être le sien, se battait pour grandir. « Alors je t'aiderai quand même, dit-il simplement, parce que, biologiquement ou pas, tu restes la personne qui compte pour moi, celle que je n'aurais jamais dû laisser partir. Et ce bébé mérite le meilleur départ possible. » Il marqua une pause. « Mais Victoria, je crois qu'on connaît tous les deux la vérité. Je crois qu'on l'a toujours su. » Les larmes de Victoria repartirent, mais cette fois, elle ne retira pas sa main. Elle la serra fort, comme quelqu'un qui se noie et vient enfin de trouver quelque chose de solide. 2 jours plus tard, le chauffeur de Marcus arrêta la voiture devant l'entrée de l'hôpital, fauteuil roulant déjà prêt. Victoria avait protesté qu'elle marchait très bien, mais le docteur Walsh avait été formel, toutes les précautions comptaient. Le penthouse avait été métamorphosé. Marcus avait transformé son grand bureau du rez-de-chaussée en chambre temporaire, lit médicalisé réglable, salle de bain privative, moniteur digne d'une maternité. Il avait engagé Caroline, une infirmière privée d'une 40aine d'années, douce et expérimentée en grossesse à risque. La cuisine débordait de tout ce que la nutritionniste avait recommandé. Maria, la gouvernante, avait été briefée et promis d'aider pour tout ce que Victoria voudrait. « C'est trop », dit Victoria en découvrant la pièce. Elle paraissait minuscule, dépassée, une main sur son ventre. « C'est exactement ce qu'il faut », répondit Marcus. « Caroline sera là la journée, moi la nuit. Maria s'occupera des repas et du reste. Toi, tu n'as plus qu'à te reposer et laisser ce bébé grandir. Et ton travail, tu ne peux pas tout mettre en pause pour moi. Regarde-moi faire. » Il l'aida doucement à s'allonger. « Toutes mes réunions passent en visio. Le reste peut attendre. Pour l'instant, toi et ce bébé êtes ma seule priorité. » La semaine suivante, ils trouvèrent un rythme inattendu. Marcus travaillait depuis la table de la salle à manger pour entendre si Victoria avait besoin de quelque chose. Caroline surveillait, tension, battement du bébé, plusieurs fois par jour. Victoria lisait, regardait des films, luttait contre l'ennui du repos forcé. Et petit à petit, prudemment, ils se mirent à parler. Pas du test de paternité, trop lourd, trop dangereux. Ils parlaient de livres, de séries. Victoria lui racontait ses projets pour les associations, les dossiers de subvention qui avaient financé des ateliers de lecture ou des jardins communautaires. Marcus lui parla du projet de Brooklyn. Il avait finalement décidé de conserver la façade historique et de créer des logements abordables avec du caractère plutôt qu'une énième tour de verre. « Tu as changé » remarqua un soir Victoria.
Il avait apporté le dîner sur un plateau, saumon et légumes rôtis préparés par Maria, et s'était installé dans le fauteuil près du lit comme c'était devenu leur habitude. C'est-à-dire, plus doux peut-être, plus présent. Avant, tu avais toujours 3 coups d'avance, tu pensais déjà à la prochaine acquisition. Là, tu es juste là. Marcus réfléchit. Te perdre m'a changé. J'ai compris que j'avais passé mon temps à bâtir un empire en oubliant pourquoi je le bâtissais. À quoi bon tout avoir si on n'a personne avec qui partager? Victoria posa sa fourchette. Marcus, il faut qu'on parle de ce qui se passera après la naissance. On ne peut pas continuer à l'éviter. Je sais. Il appréhendait cette conversation. Tu y as pensé? À ce que tu veux? Franchement, je ne sais pas. Si le bébé est de toi, il faudra organiser la garde, la coparentalité. Je ne m'attends pas à ce qu'on reprenne comme avant. Et pourquoi pas? Elle le regarda, éberluée. Quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas là où on s'était arrêté? Ou mieux, pourquoi est-ce qu'on ne recommencerait pas de zéro, cette fois en faisant les choses bien? Il se pencha, le cœur battant. Je sais que je t'ai fait mal. Je sais que c'est moi qui ai parlé de divorce alors que j'aurais dû me battre plus fort pour nous. Mais Victoria, ces 15 derniers jours avec toi ont été les plus heureux depuis des années. Pas à cause du bébé, à cause de toi. Parce que je prends le petit déjeuner avec toi, que j'écoute ta journée, que je m'endors en sachant que tu es en sécurité sous le même toit. Je ne veux pas que ça s'arrête. Tu dis ça seulement parce que je suis enceinte. Je le dis parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, répondit-il avec force. La grossesse m'a juste donné une excuse pour me rapprocher de toi, pour me souvenir de ce qu'on avait avant que tout s'écroule. Et oui, si ce bébé est de moi, je veux être père. Les biberons, les couches, les premiers mots, tout. Mais même si le test dit que je ne suis pas le père biologique, je te veux toujours, je nous veux toujours. Les larmes roulèrent sur les joues de Victoria. J'ai peur. Et si on réessaye et que ça s'effondre à nouveau? Et si les mêmes problèmes reviennent? Ils ne reviendront pas, parce qu'on n'est plus les mêmes. On sait tous les deux ce que c'est de se perdre. Et je te promets que plus jamais je ne te prendrai pour acquise. Il prit sa main. Mais je ne vais pas te mettre la pression. On avance jour après jour. D'abord, on vous amène, toi et le bébé, à terme en toute sécurité. Ensuite, le test de paternité. Ensuite, on décide de la suite, sans précipitation, sans attente. Juste de l'honnêteté et du temps. Victoria serra ses doigts. D'accord, un jour à la fois. Les jours devinrent des semaines. Victoria atteignit 30 semaines, puis 32. Chaque palier était une petite victoire, fêtée avec prudence. Madame Patterson venait régulièrement avec sa soupe maison et les potins du quartier. Le docteur Walsh suivait de près, ajustait les traitements, multipliait les échographies. Le bébé grandissait bien, défiait les statistiques. Et pendant ce temps, Marcus et Victoria se rapprochaient. Ils riaient devant des séries idiotes. Ils se chamaillaient gentiment sur les prénoms. Elle voulait du classique, lui quelque chose de plus original. Ils se tenaient la main quand une contraction inquiétait et qu'il fallait appeler la médecin pour vérifier que tout allait bien. À 34 semaines, le docteur Walsh leur annonça une bonne nouvelle, prudente. Vous avez passé la période critique. Si le bébé arrive maintenant, les risques sont bien moindres. Il faut encore faire attention, mais on est dans une bien meilleure situation qu'il y a 6 semaines. Quand pourra-t-on faire le test de paternité? Demanda Victoria. Elle le réclamait de plus en plus souvent, comme si elle avait besoin de savoir avant l'accouchement. On peut faire un test prénatal non invasif dès maintenant, répondit le docteur Walsh. Il suffit d'une prise de sang chez vous deux. Résultat en 1 semaine environ? Vous êtes prêts? Marcus regarda Victoria. Elle le regarda à son tour. Il vit la peur et l'espoir se battre dans ses yeux. Oui, dit-elle, on est prêt. La prise de sang fut rapide et indolore. Puis vint la partie la plus dure, attendre. 7 jours qui duraient 7 ans. Marcus essayait de se préparer aux 2 issues possibles. Si le bébé était de lui, il serait père. L'idée le remplissait d'une joie et d'une terreur égales. Si le bébé n'était pas de lui, il ferait quoi? Partir? Il n'arrivait plus à l'imaginer. Victoria et ce bébé étaient redevenus partie intégrante de sa vie et il ne voulait plus les laisser partir. Les résultats arrivèrent à mardi matin. Le docteur Walsh les appela et leur demanda de venir toutes les deux à son cabinet. Marcus aida Victoria à monter en voiture. Elle était immense à présent, mal à l'aise, épuisée et comptait les jours jusqu'au terme. Ils roulèrent en silence, trop nerveux pour parler.
Le bureau du docteur Walsh était chaleureux, lambrissé de bois, conçu pour apaiser. Elle leur fit signe de s'asseoir et afficha les résultats sur son ordinateur. Marcus sentit la main de Victoria chercher la sienne et la serrer fort. « Le test est formel », annonça le docteur Walsh. « Marcus, vous êtes le père biologique. Probabilité de paternité, 99,9%. » Le monde sembla s'arrêter. Victoria laissa échapper un petit bruit mi-sanglot, mi-rire. Marcus n'arrivait plus à respirer, plus à penser. Il allait être père. Ce bébé que Victoria portait, cet enfant miracle qui avait survécu contre toute attente, était de lui. « Mon Dieu » souffla Victoria. « Mon Dieu, Marcus, c'est le tien. Le bébé est de toi. » Marcus se tourna vers elle. Soudain, il pleurait et riait en même temps, s'enlaçant aussi délicatement que le permettait le ventre rond de Victoria. Toute la douleur, la perte, le chagrin des années passées semblaient se cristalliser en cet instant parfait de clarté. Ils avaient conçu cet enfant au cours d'une nuit de connexion désespérée. Et, contre toute logique, il avait survécu, là où toutes les tentatives planifiées avaient échoué. « On va avoir un bébé », dit Marcus d'une voix brisée. « Victoria, on va avoir un bébé. » « Je sais, sanglota-t-elle. Je n'arrive pas à y croire. Après tout ça, après toutes ces années d'essai, c'était toujours toi et moi. Ce bébé attendait simplement le bon moment, murmura Marcus. Le docteur Walsh les laissa seuls quelques minutes, discrètement. À son retour, elle souriait. « J'ai encore une nouvelle. L'échographie de ce matin montre que le bébé s'est mis en position. Vous êtes à 36 semaines, tout est parfait. On peut programmer une césarienne dès la semaine prochaine si vous le souhaitez, ou attendre le travail naturel, c'est à vous de choisir. » Marcus regarda Victoria. « Qu'est-ce que tu veux ? Attendons, » répondit-elle après un instant de réflexion, un vrai sourire, éclatant, joyeux, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ce bébé a défié tous les pronostics pour arriver jusqu'ici. Je crois qu'on doit le laisser décider quand il sera prêt à nous rencontrer. 4 jours plus tard, à 3 heures du matin, Victoria réveilla Marcus en le secouant doucement. « C'est l'heure », dit-elle d'une voix calme, malgré la contraction qui la faisait grimacer. « Le bébé arrive. » L'accouchement fut long et difficile, mais Victoria fut incroyable. Marcus resta à ses côtés tout du long, lui tenant la main, lui murmurant des encouragements, tombant encore plus amoureux d'elle à chaque heure qui passait. Et enfin, à 14h47, un jeudi après-midi ensoleillé, leur fille vint au monde. Elle était minuscule mais en pleine santé, dotée d'une paire de poumons impressionnante qu'elle fit immédiatement entendre. Les médecins l'examinèrent et la déclaraient parfaite, 3,3 kilos d'absolu miracle. Quand l'infirmière la déposa dans les bras de Victoria, Marcus regarda son ex-femme, sa future femme à nouveau, s'il avait son mot à dire, bercer leur fille, les larmes ruisselant sur son visage. « Elle est parfaite », chuchota Victoria, « absolument parfaite. »« Elle te ressemble », dit Marcus en effleurant une toute petite main. Les doigts de sa fille se refermèrent autour de son pouce avec une force surprenante, et il sentit son cœur s'ouvrir comme jamais auparavant. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Victoria. Ils avaient parlé de prénoms sans jamais trancher, comme s'ils avaient attendu de la rencontrer d'abord. Marcus regarda sa fille, ses cheveux noirs, son petit nez, et ses yeux déjà graves qui semblaient étudier le monde. « Hope », dit-il doucement, « elle doit s'appeler Hope, parce qu'elle nous a redonné espoir quand on avait tout perdu. » Les larmes de Victoria coulèrent plus fort, mais elle souriait. « Hope Victoria Ashford, c'est parfait. » 3 mois plus tard, Marcus et Victoria se tenaient dans une petite salle de cérémonie de la mairie, entourés d'une poignée d'amis proches et de Mam Patterson qui avait absolument tenu à être là. Hope dormait dans les bras de sa grand-mère. La mère de Victoria avait pris l'avion depuis la Californie et refusait de repartir. « C'est complètement fou », avait dit Victoria ce matin-là en ajustant sa simple robe blanche. « On se remarie avant même d'avoir fini de digérer émotionnellement le premier divorce. » « La vie est folle », avait répondu Marcus en l'embrassant sur le front, « mais je ne veux pas attendre un jour de plus pour te retrouver comme ma femme, pas quand j'ai déjà perdu assez de temps comme ça. » À présent, tandis que l'officier d'état civil les déclarait mari et femme pour la 2e fois, Marcus attira Victoria contre lui et l'embrassa avec tout l'amour, toute la gratitude, toute l'émotion qu'il portait dans son cœur. Ils s'étaient perdus une fois, mais ils avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Et cette fois, ils bâtiraient leur vie sur des fondations plus solides, honnêteté, communication et la certitude que certains miracles valaient la peine d'attendre. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Marcus quand ils se séparèrent enfin.
Victoria regarda Hope, déjà réveillée, et qui les observait de ses grands yeux curieux. Puis elle regarda Marcus, et son sourire était éclatant. « Oui, rentrons à la maison. » Ils sortirent de la mairie sous le soleil radieux de l'après-midi. Une famille unie non seulement par le sang, mais par le choix. L'avenir s'ouvrait devant eux, incertain, magnifique, plein de possibles. Et pour la première fois depuis des années, Marcus se sentait complet. Parfois, les plus belles histoires d'amour ne consistent pas à rencontrer quelqu'un de nouveau. Parfois, elles consistent à retrouver la personne qu'on n'a jamais cessé d'aimer. Et parfois, contre tous les pronostics médicaux, les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Marcus avait retrouvé son ex-femme enceinte 6 mois après leur divorce, et ce faisant, il avait retrouvé l'amour, la famille, tout ce qui comptait vraiment. Le milliardaire qui avait bâti un empire avait découvert que son plus grand trésor avait toujours été là, attendant simplement qu'il ait le courage de le réclamer. Que pensez-vous de l'histoire? Partagez vos avis en commentaire. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir d'autres histoires qui réchauffent le cœur comme celle-ci. À la prochaine!